disait « Mon métier, c'est découvrir le pétrole pour demain ». Et en dessous, un autre qui disait « Le mien, c'est favoriser le développement de l'énergie solaire d'aujourd'hui ». Donc déjà, on tombe sur Total, énergie solaire. Il y a de quoi s'interroger, donc on va y revenir. Donc, toujours est-il que cette publicité illustre ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'un bouquet énergétique dominé aujourd'hui encore par les énergies fossiles et donc vers un bouquet énergétique où domineraient les énergies dites renouvelables. Donc, cette transition est motivée par deux choses, deux principales choses, il y en a d'autres encore, à savoir les préoccupations liées au réchauffement climatique, d'une part, et d'autre part, l'épuisement des ressources fossiles sur lesquelles l'économie mondiale est fondée. Donc, dans cette transition énergétique, on va s'interroger sur le rôle des entreprises, quelles réflexions elles mènent, quelles actions elles développent pour accompagner ce mouvement. Et donc, pour en parler, 4 invités ce soir. Donc, Jean-François Münster, qui est directeur scientifique de Total. Donc, c'est à lui qu'on doit cette affiche. Enfin, pas à vous, mais à votre entreprise. Philippe Garderet, qui est directeur scientifique, lui, chez Areva. Patrick Criqui, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire d'économie de la production et de l'intégration internationale. Et enfin, François Moisan, qui est directeur exécutif de la stratégie, de la recherche et de l'international à l'ADEME. Donc, avec ces 4 invités, nous allons discuter de ces responsabilités des entreprises en ce qui concerne la consommation d'énergie. Et donc, je vous propose de commencer avec M. Münster, je vous propose de nous parler un petit peu de comment votre société aborde ces enjeux et comment elle y réfléchit. Bonsoir, et je voulais m'associer aux remerciements pour tout le monde qui est là. D'abord, je voudrais repartir du titre. Le titre, il ne dit pas énergie en général, il dit consommation d'énergie. Et je crois que c'est très intéressant de le prendre également sous cet angle-là, parce que l'énergie, c'est d'une part un besoin, un marché, des attentes de consommateurs, et d'autre part, une offre. Et donc nous sommes du côté de l'offre, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis aussi de la consommation. Et donc je voudrais surtout développer cet aspect de la consommation parce que dans la transition énergétique, la clé de la transition sera la consommation et en particulier ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et je trouve personnellement qu'on parle trop de la production alors qu'on doit parler beaucoup plus de la consommation et notamment de l'efficacité énergétique. Donc je vais le prendre sous cet angle-là. Quand nous produisons de l'énergie, nous en consommons. Donc nous sommes le premier concerné par cette consommation. En chiffres arrondis, quand on tient compte de tout dans l'industrie pétrolière, depuis l'exploitation, le transport, le raffinage, la distribution, on consomme à peu près 15% du pétrole qui est produit. Et donc, on a une responsabilité à consommer moins nous-mêmes. Alors, cela passe par des progrès qui sont essentiellement incrémentaux, pas à pas. On améliore telle unité, on réduit le brûlage de gaz quelque part. Et donc, cet aspect-là, c'est un aspect que les entreprises mènent depuis très longtemps. C'est pour ça que les émissions de gaz carbonique dans les pays occidentaux n'ont pas augmenté récemment. C'est parce que fondamentalement, l'industrie elle-même devient de plus en plus efficace. Et pourquoi est-ce que les entreprises le font? Ce n'est pas fondamentalement par volonté écologique, c'est fondamentalement parce que c'est une dépense, la consommation d'énergie. Un groupe comme Total dépense à peu près, sous forme d'autoconsommation ou d'achat d'énergie, 5 milliards d'euros par an en achat d'énergie pour le consommer. Donc si on peut économiser ça, et quand c'est notre pétrole, si on peut à la place de le brûler pour nous, de le vendre, on a un vrai bénéfice économique. Et dans tous les secteurs industriels, on a cet aspect d'économie d'énergie comme un élément des coûts d'opération. Et nous faisons à peu près 1,5% par an de progrès dans l'efficacité énergétique. Si on veut aller plus vite sur cette marge-là de progrès, il y a 2 choses qu'on doit faire.
c'est investir dans des unités plus performantes, donc remplacer des unités vieilles et moins performantes par des unités plus performantes, parce que là, on peut faire des sauts importants. Dans une nouvelle unité, par exemple, on a déplacé l'unité de polystyrène de Carlin, en Lorraine, à Gonfreville, près du Havre. On a fait 30% de progrès d'un seul coup sur cette unité-là, parce qu'on a mis une unité plus performante. Mais ça, on ne peut pas le faire tout le temps. On ne peut pas le faire quelquefois tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Il y a des limites aux usines. Et souvent en plus parce que la rentabilité de ce nouvel investissement n'y est pas. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'accompagner le progrès technologique de ces unités en faisant de la recherche technologique sur nos procédés de fabrication pour préparer les prochaines étapes de progrès incrémentaux. C'est comme ça qu'on a lancé un programme technologique sur ce qu'on appelle les utilités, les échangeurs de chaleur, la récupération de chaleur basse calorie, etc. Il y a énormément d'énergie qui est perdue dans nos systèmes, et si on pouvait l'utiliser, ça serait une bonne chose. Et ce programme, on le fait de façon ouverte au bénéfice de tous les secteurs industriels, parce que nous pensons qu'il y a énormément de synergie dans ces technologies, et on le fait avec notre partenaire l'ADEME. Donc ça, c'est le premier volet. Seulement, vous voyez bien qu'il y a un deuxième volet. Si nous consommons 15% de notre pétrole, et en tenant compte du gaz, c'est plutôt 10% de notre production d'énergie, ça veut dire que 90% de cette consommation est chez nos consommateurs. Et si nous faisons 1% chez nous, faire 0,1% chez les consommateurs fait le même résultat. Donc, nous avons un enjeu qui est de fournir des produits plus performants pour nos consommateurs, comme un facteur de baisse de la consommation plus efficace que notre propre consommation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On fait d'abord de la recherche sur nos produits. Aujourd'hui, par exemple, dans la branche chimie, entre 20 et 50%, suivant les secteurs de la recherche, c'est sur ce qu'on appelle l'éco-performance des produits pour nos consommateurs. Et dans ces produits, il ne faut pas croire que c'est pareil. Ce n'est pas par volonté environnementale a priori, c'est parce que les produits éco-performants, aujourd'hui, ont un avantage sur le marché. Et vendre des lubrifiants plus performants pour les moteurs de voiture, vendre des plastiques plus légers pour que l'industrie du plastique, les transporteurs transportent moins de poids, vendre des joints qui soient plus légers pour que les avions transportent moins de poids, etc., devient un avantage de marché. Donc c'est un moteur extrêmement performant pour nous qui a un bénéfice sur la consommation d'énergie et qui nous fait des produits bien plus intéressants, d'ailleurs qu'on vend plus cher, évidemment, parce qu'on essaie de récupérer une partie de ce que le consommateur n'aura pas dépensé. Et donc cela, c'est devenu un enjeu. Aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, nous avons un mécanisme de labellisation interne, mais validé par des chiffres audités de façon externe. Nous avons sur le marché, cette année, vendu 16 produits qu'on a labellisés qui, à eux tout seuls, ont économisé, pour la part qu'ils ont occupée du marché, 550 000 tonnes de carbone chez nos consommateurs. Des chiffres auditables. Ils sont juste pour cette année, parce que la concurrence est là. Donc ils vont être remplacés par d'autres produits. Mais c'est une démarche permanente de progrès qui, dans la durée, contribue énormément à la consommation et qui fait une meilleure utilisation du pétrole et du gaz et qui, bien sûr, est intéressant pour nos clients. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est évidemment de participer à la transformation de la production d'énergie. La production d'énergie, c'est offrir une réponse à la demande qui soit plus performante, qui soit plus durable au sens, y compris économique du terme, consistant à dire il va falloir sur le long terme qu'on soit capable de fournir de l'énergie pour la consommation. Cette transformation, c'est la question que vous me posiez au début, passe par la participation de nous, de Total, comme groupe industriel, dans la création de l'industrie des énergies nouvelles du futur. Dans les énergies nouvelles, il y a le nucléaire, mais je laisse mon collègue en parler. Elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais en même temps, elles doivent occuper une grande place dans le futur aussi. Mais il y a toute l'énergie du photovoltaïque, il y a tous les endroits où on remplace du fioul ou du charbon par du gaz, ça en fait partie, parce que c'est bien plus efficace du point de vue énergétique. Et nous participons à la création de cette industrie.
L'année dernière, on a investi à peu près 300 millions d'euros rien que pour ce segment-là de nouvelles technologies de l'énergie. Ça passe beaucoup par de la recherche, parce qu'aujourd'hui, toutes ces industries sont non économiques au sens où elles ne peuvent pas exister sans subvention. Sinon, il n'y aurait pas de marge bénéficiaire pour continuer à vivre. Et ça ne peut pas durer. Ça veut dire que notre responsabilité d'industriel est de faire en sorte que ces activités-là deviennent économiques sans subvention. Il faut baisser les coûts, il faut augmenter la taille des usines, il faut réduire les coûts d'opération des usines, il faut faire la chaîne industrielle de façon à ce qu'elle soit efficace, et il faut attendre le marché et créer le marché sur ces technologies-là. Donc c'est un jeu d'industriel, et parce que nous ne croyons pas à une industrie qui dépend de subventions pendant la durée. Et enfin, il y a un dernier point. Il y a un dernier point qui consiste à se dire qu'en matière d'énergie, l'énergie est notre avenir, économisons-la, c'est ce qu'on a tous l'obligation d'écrire quand on vend de l'énergie en France, mais ça doit être une vraie réalité. Et cette réalité, elle passe par de l'éducation, elle passe par de l'accompagnement des entreprises qui sont dans notre tissu pour des technologies qui leur permettront elles-mêmes d'être plus efficaces. Et nous avons intérêt à ce que les entreprises clientes soient plus efficaces. Ça passe par de l'accompagnement de PME, ça passe par de l'accompagnement d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est un de nos axes de mécénat que d'accompagner cette logique-là. Nous passons beaucoup de temps, il y a à peu près 220 professeurs de Total qui enseignent dans des universités, des écoles dans le monde entier, et dont une partie importante vers les étudiants, leur expliquer l'énergie, la transformation de l'industrie de l'énergie dans le monde, et à comprendre comment se font ces attendus-là. Voilà, c'est les démarches qu'on utilise. Il y en a d'autres que je n'évoque pas, comme le captage du gaz carbonique pour réduire les émissions, parce que ce n'est pas la consommation et la production de l'énergie, mais ça fait partie du paysage. D'accord, merci. Monsieur Garderet, je pense que les préoccupations sont un peu similaires, mais sans doute plus particulières à l'industrie nucléaire. Je vais faire comme un bon élève, donc mon ami Münster a donné le plan, et donc je vais essayer de le remplir. Bon, bien sûr, parce que dans une entreprise comme la nôtre, face à la thématique d'aujourd'hui, consommation d'énergie, bon, la première chose, c'est vrai, une industrie comme la nôtre, elle consomme aussi beaucoup d'énergie. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les endroits où on a des préoccupations de consommateurs d'énergie. J'en citerai que deux. Aujourd'hui, toute activité minière, elle est consommatrice d'énergie. Et elle est consommatrice d'énergie d'abord, aussi sur certains endroits d'eau, mais comme l'eau, c'est l'énergie. Voilà, donc dans une entreprise comme Areva, on peut s'étonner, mais on a construit une usine de désalinisation de l'eau de mer en Namibie pour avoir de l'eau, pour être capable de faire fonctionner. Bon. Et donc, des installations de ce type, elles ont un bilan énergétique, et sans que ça soit exactement la même chose, parce qu'on ne consomme pas notre propre uranium pour faire ça, mais il y a un bilan énergétique. Et on a intérêt, bien entendu, à améliorer sans arrêt le bilan énergétique de nos installations. La deuxième chose, puisqu'on l'a lu dans la presse récemment, oui, pour enrichir de l'uranium, il faut utiliser beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, tous ceux qui se baladent dans la vallée du Rhône savent ou ne savent pas qu'il y a, je dirais, plusieurs tranches nucléaires qui servent finalement à fournir l'énergie à notre procédé actuel, à Eurodif, pour enrichir l'uranium. On a décidé de changer de procédé, et en grande partie, pourquoi ? D'abord parce que l'autre était un peu plus performant, mais surtout il consommait, je dirais, 10 fois moins d'électricité. Alors du coup, je pense que ça va permettre deux choses. Les dépenses énergétiques, je dirais, d'Areva sur ce segment-là vont baisser, et au passage, l'ensemble des consommateurs français va récupérer 2 MW d'électricité qui vont être reproposés à d'autres consommateurs. Donc il faut savoir ça aussi, c'est que économiser, ça permet aussi, comme on l'a dit, de ne pas accroître les besoins, puisqu'on rend de l'énergie disponible pour d'autres usages. Bon, donc ça, c'est notre responsabilité entreprise. La deuxième chose, évidemment, c'est aussi, comme on vend des technologies à des clients, aujourd'hui on vend des réacteurs, on vend du combustible dans ces réacteurs,
on peut essayer de faire en sorte que l'efficacité en termes énergétiques des produits qu'on vend soit meilleure. C'est-à-dire, c'est assez simple pour une machine qui fabrique de l'électricité. Est-ce qu'avec les mêmes types d'investissements, avec des combustibles un peu différents, on peut produire plus d'électricité qu'avec, je dirais, des installations plus anciennes? Alors bien sûr, il y a des limites à ça, des limites importantes pour toute machine qui utilise des échanges thermiques, c'est Carnot. Donc les gens nous disent, mais quand même, 37% ou 38% de rendement pour passer ça, d'accord, mais aujourd'hui, si quelqu'un a une idée pour trouver 80, je l'achète, mais j'ai peur que ça ne soit pas possible. Donc les progrès, là, comme Jean-François l'a dit, ils sont incrémentaux. On aimerait bien, du jour au lendemain, dire on a trouvé, on va améliorer de 10% les choses, mais chaque fois qu'on gagne 1% dans l'efficacité d'une machine et que ça s'applique à quasiment 81% de la production d'électricité en France, ça fait quand même 1% sur des sommes qui sont considérables. Donc il faut savoir que derrière les idées, je dirais, économie d'énergie, pour les producteurs, pour les clients, il ne faut pas sans arrêt penser au grand soir, mais montrer qu'année après année, on fait des progrès et que la recherche permet d'engranger ces progrès. Alors le deuxième sujet sur lequel, si on passe consommation d'énergie chez nous, mais aussi chez nos clients, il y a un sujet qui est quand même assez déterminant par rapport à l'activité d'Areva. Areva, on met en place des technologies, mais elles sont toutes finalement pour produire fondamentalement de l'électricité. Donc un sujet qui est important de réflexion dans l'avenir, pour lequel on ne peut pas donner des conclusions fondamentales, etc. Mais dans le bilan énergétique d'un pays, d'un consommateur, etc., c'est comment va évoluer à terme, je dirais, la consommation d'électricité par rapport à la consommation totale. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, bien sûr, il y aura plus de bagnoles avec de l'essence, donc elles seront toutes électriques. C'est moins évident de dire ça, et j'ai peur qu'une table ronde de ce type, dans une quinzaine d'années, ne en soit pas tous venus en voiture électrique à ce moment-là. Mais c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, parce que dans la structuration du paysage, l'électricité joue un rôle particulier. Elle a ensuite ces problèmes particuliers qui sont ceux aussi dont on parle beaucoup, qui sont autour. L'électricité, ça se distribue, donc c'est bien, c'est sympathique. Ça se distribue en réseau, donc on peut mettre beaucoup de sources branchées dessus, mais quand même, il y a un problème de gestion du réseau. Donc, quand on est producteur de technologie pour l'énergie, des réflexions de ce type, quelle est la nature de la consommation d'énergie? On ne peut pas dire il y a une consommation d'énergie, il faut rentrer dans le détail pour savoir quelle est la nature de cette consommation. Et puisqu'on parle de l'avenir, il faut réfléchir à est-ce que la nature de cette consommation va bouger? Mais elle peut bouger de deux manières. Elle peut bouger parce qu'on décide qu'elle bouge. C'est ce qui se fait par, je dirais, des aides qui peuvent être données pour la faire bouger. Elle peut bouger aussi parce que des technologies deviennent finalement matures, plus intéressantes. Et au bout du compte, quand même, que ce soit les industriels ou les particuliers, ils auront tendance à aller aussi vers les technologies qui minimisent, je dirais, leurs dépenses énergétiques et pas nécessairement vers celles qui les augmentent. Bon. Donc ça, c'est pour nous un sujet de réflexion en tant qu'entreprise, de savoir quelle est la place de l'électricité dans, je dirais, l'ensemble des politiques énergétiques. Bon. Et le troisième sujet sur lequel je pense qu'il pourrait être intéressant de réfléchir, c'est qu'autour de la notion d'énergie, de consommation d'énergie, mais aussi d'activité industrielle dans le domaine de l'énergie, il faut savoir raisonner intelligemment à plusieurs échelles de temps et à plusieurs échelles géographiques. Si on dit des choses qui apparaissent définitives aujourd'hui, dès qu'on place ça dans une perspective à 30 ans, elles sont peut-être un peu moins définitives, et que quand on s'exprime aussi de manière péremptoire sur la manière dont peut évoluer le mix énergétique de la France, il faut faire attention avant d'appliquer exactement la même chose, soit au Sénégal d'un côté, ou bien à l'Inde de l'autre, pour prendre des endroits dans la planète qui ont aujourd'hui des situations et des perspectives énergétiques différentes. Donc, il n'y a pas un modèle absolu dans lequel... Et donc, les industriels que nous sommes, on écoute nos clients, et tous nos clients ne disent pas la même chose. Il n'y a pas
un syndicat absolu des clients qui a une revendication de base sur les problèmes de l'énergie auxquels on dirait ils n'en démordront pas. On discute beaucoup à partir d'une situation actuelle, des conditions de développement. Au passage, les conditions de développement, vous voyez bien que c'est un système qui est relativement bouclé. Ce n'est pas étonnant que ceux qui ont les plus grandes perspectives de développement d'infrastructures sont ceux qui, dans l'avenir, risquent d'avoir les moyens de se les payer. Et en partie, ils veulent d'autant plus avoir les moyens de se continuer à se développer qu'ils vont pouvoir avoir accès à de l'énergie. Donc là aussi, le bouclage qu'il y a entre le besoin énergétique et puis les conséquences ou les avantages qu'on peut tirer. Et puis sur l'aspect aussi local, global, il y a aussi cette évidence, c'est qu'aujourd'hui, on se sert d'un certain nombre de ressources. Ces ressources sont soit des ressources minières, que ce soit les fossiles d'un côté ou l'uranium de l'autre. On ne consomme pas au même endroit et donc les problèmes de géopolitique, on pourrait dire au sens noble, qui sont entre où est-ce qu'on consomme et où est-ce qu'on produit, sont effectivement un élément très très important de la situation actuelle, mais aussi quand on se projette dans l'avenir. Et on l'a vu parce que de temps en temps, les gens disent « Ah oui, mais avec les renouvelables, ça va être finalement local à local, chacun va produire son électricité sur son toit. » Mais on voit que dès que ces idées progressent, on se retrouve face à des projets dans lesquels on dit « Pourquoi le Sahara ne pourrait pas produire 20% de l'électricité en Europe ?» Dans lequel on a quand même tout à fait quitté à cet endroit-là une notion de renouvelable égale small is beautiful et se place directement du producteur au consommateur. Donc derrière tout ça, il y a quand même un paysage de l'énergie qui est quand même assez complexe et il faudrait juste éviter que derrière le mot complexité, on finisse pas par dire il est inextricable parce que je ne crois pas, à condition de ne pas le considérer de manière, je dirais, trop manichéenne. Très bien, merci. Donc, Monsieur Moison, vous vous occupez de ces entreprises et vous vous intéressez à leur responsabilité au regard de l'émergence de nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ? Oui, merci. Un mot, l'ADEME, c'est une agence publique. Ça veut dire qu'on n'est pas une administration, mais on est sous tutelle des ministères et on est chargé, on a une capacité technique et on est chargé de préparer, d'accompagner les politiques publiques, ce qu'on appelle les politiques publiques, pour que l'économie, la société aille vers une société avec moins de carbone, vers un développement plus durable. C'est notre mission et notre travail. Alors, les entreprises, c'est une de nos cibles parce que les entreprises, on va y revenir, consomment de l'énergie, mais aussi développent des technologies. On a d'autres cibles que sont les collectivités territoriales et puis le grand public. On fait aussi beaucoup de choses avec le grand public. Alors aujourd'hui, on parle des entreprises. Alors, voilà. Donc, vis-à-vis des entreprises, nous, on a effectivement plusieurs missions, je dirais. Il y en a une qui est de conseiller le gouvernement sur des instruments. Alors, ce que peuvent faire les entreprises, les responsabilités dans le domaine de l'énergie, c'est d'abord d'améliorer leur efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2, puisque les deux sont très liés. Donc ça peut passer par les entreprises étant toujours dans un contexte de marché, par des prix de l'énergie. Et on avait par exemple travaillé sur le projet de taxe carbone, contribution carbone-énergie, comme on dit, qui est un des moteurs de la décision. Donc ça, c'est un des points. On avait aussi, alors l'autre action, l'autre responsabilité que peuvent avoir les entreprises, et Jean-François Münster l'a évoqué, c'est de faire contribuer à ce qu'il y ait des économies d'énergie chez leurs clients. Les entreprises vendent des produits, des services, et effectivement, elles peuvent, alors soit spontanément, c'est ce qu'a évoqué Jean-François Münster, mais on peut aussi mettre en place des incitations, voire des obligations, et les certificats d'économie d'énergie, par exemple, sont des obligations qu'on met sur notamment les fournisseurs d'énergie pour qu'ils fassent chez leurs clients des actions en plaçant des chaudières, de l'isolation, en aidant leurs clients à isoler, etc. Donc ça fait partie aussi des responsabilités des entreprises vis-à-vis de leurs clients, et nous, on essaye de les inciter à ça. Et puis le troisième volet, c'est celui de développer et d'industrialiser des technologies et des modèles d'affaires, c'est-à-dire des technologies qui soient rentables, qui fassent de l'activité en France, des emplois en France, et qui permettront d'aller vers une économie et une société plus sobre en énergie et en carbone.
Pour faire ça, pour choisir ces technologies, et là je reviens sur le rôle de l'ADEME vis-à-vis des entreprises, il faut qu'on se mette d'accord en quelque sorte avec les entreprises, qu'il y ait un dialogue sur effectivement quelles sont les priorités, quelles sont les technologies qui vont émerger, quelles sont les plus prometteuses. Et là, bon, Total peut avoir des projets dans les énergies renouvelables. Je n'ai pas évoqué nos domaines de compétences, on ne travaille pas dans le nucléaire, on ne travaille pas dans les énergies fossiles, on travaille sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et puis après, dans d'autres domaines, comme les déchets ménagers ou la qualité de l'air. Areva a aussi des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Et là, je crois qu'il y a un rôle qui est important, c'est de anticiper les conditions de déploiement de ces technologies. Alors on appelle ça faire des feuilles de route stratégiques avec l'ensemble des acteurs. Il y a des stratégies chez Total, chez Areva, dans d'autres plus petites entreprises. Et c'est effectivement de se dire, voilà, quelle vision on peut avoir. J'y reviendrai de ces technologies. Alors je rappelle quand même quels sont les enjeux énergétiques dans lesquels on se situe actuellement, parce que quand on parle de développement technologique, et c'est là-dessus que je voudrais axer mon propos, on a des enjeux qui sont à un horizon de 2020. On a ce qu'on appelle le paquet énergie-climat qui a été négocié au niveau de l'Europe et qui fixe pour cette échéance de 2020 un certain nombre d'objectifs. Alors on appelle ça le 3x20 parce qu'il y a 3 objectifs à 2020 qui tous s'expriment par un chiffre 20. 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Europe, la France, chacun des États membres doit faire 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à cet horizon. 20% de contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Comme ordre de grandeur, en France, on doit être à 11 actuellement de cet ordre. Et 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique. L'importance a été soulignée par les 2 orateurs précédents. Alors, pour cet horizon de 2020, on a d'ores et déjà les technologies qui nous permettent de les atteindre. Cela dit, il y a encore des développements pour abaisser les coûts, améliorer les performances. Mais on a un autre objectif à beaucoup plus long terme, qui est lui relatif au changement climatique, c'est ce qu'on appelle le facteur 4 à 2050, ça fait beaucoup de chiffres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés si on veut que l'évolution du climat ne se traduise pas par une augmentation de la température irréversible et qui crée des conditions non contrôlées, et c'est ce que nous disent les scientifiques. Alors, je vais revenir sur cette première étape qui était le dernier point du premier transparent, qui est élaborer des feuilles de route stratégiques. Ça veut dire, pour nous, finalement, encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs, les entreprises ont des projets, mais c'est des projets à court et à long terme. Et quand on veut développer ces technologies à long terme, il y a des risques, et il y a un environnement qui peut évoluer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble des acteurs, un certain nombre d'acteurs, pour partager une vision de ce que serait chacune des options technologiques ou d'organisation de la société à long terme si cette option se déployait. Alors si je prends un exemple, ça peut être évidemment le photovoltaïque. Si le photovoltaïque, on voit bien qu'il est en train d'émerger assez rapidement, mais il est encore très très faible dans la consommation d'énergie. S'il se déployait très largement dans le monde à l'horizon de 2050, ça veut dire quoi? Quelle image de la société? Où est-ce qu'on aurait du photovoltaïque? Je prends un autre exemple, plus sur des options organisationnelles. La mobilité urbaine, on appelait ça la mobilité urbaine durable. On sait bien qu'actuellement, on a des véhicules, enfin aujourd'hui, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, ils ne bougeaient pas beaucoup. On sait bien que ce n'est pas durable, ni parce qu'à 2050, ce ne sera plus comme ça, la mobilité urbaine, parce que le pétrole ne sera pas forcément disponible, parce qu'il y a des externalités, comme on appelle, liées aux encombrements, parce que ça émet des gaz à effet de serre de façon importante. On sait qu'il y a des options. Donc on rassemble les acteurs, puis on leur dit, voilà, imaginez ce que pourrait être en 2050 cette mobilité. Quelle technologie, quelle organisation? Est-ce que ce sera des services de mobilité? On n'aura plus sa voiture, ce sera des services. Est-ce qu'il y aura une interopérabilité qui nous permettra de passer facilement d'un mode de transport à l'autre? On partage ces visions et puis on regarde pour qu'elles se déploient, il y a des verrous, il y a des obstacles. Et pour les lever, on a besoin d'expérimenter des technologies. Donc on en déduit quels sont les besoins d'expérimentation qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et là, ensemble, entreprises, pouvoirs publics, entreprises sont porteurs de ces projets et pouvoirs publics. Et puis on voit que dans ces feuilles de route émergent aussi des questions, je dirais, d'organisation comme la mobilité et des questions sociétales. On voit que, par exemple, des services d'efficacité énergétique, ils pourraient se développer pour un petit nombre de ménages les plus fortunés parce que le modèle d'affaires n'est pas évident. La mobilité, c'est pareil, on peut très bien imaginer des services de mobilité mais qui ne seront pas accessibles à tous. Donc, ces feuilles de route posent des questions pour les pouvoirs publics. Comment
on va faire en sorte qu'il y ait non seulement ces technologies, mais également qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Alors, on a fait des feuilles de route depuis 2008, c'est quelque chose qu'on fait. Alors là, vous avez la liste, je ne vais pas les énumérer toutes, mais pour que vous voyez la diversité des sujets qu'on aborde, on a travaillé sur les véhicules, qu'est-ce que seront les véhicules. Alors, à chaque fois, on se met à très long terme, ça ne veut pas dire que tous les projets vont viser le très long terme, mais c'est pour pouvoir se mettre d'accord sur ces images partagées de ce que pourrait être le futur. Des véhicules routiers, les fameux biocarburants, mais cette fois de deuxième génération, donc des biocarburants qui ne seraient pas en compétition, ou tout au moins pas autant avec l'alimentaire. Le captage et le stockage du CO2, les énergies marines, les réseaux électriques intelligents avec des énergies renouvelables très déployées, etc. Je ne vais pas tous les lister, vous voyez, elles sont là. Et une récente, par exemple, sur la mobilité urbaine, justement, on partage une image de ce que ça pourrait être à long terme. Donc ça, je crois que c'est un exercice qui est très fructueux, ça marche très très bien. Les industriels qui sont présents à la table ronde y ont participé pour certaines d'entre elles, même si ce n'est pas leur cœur de métier actuel. Et puis la deuxième étape, c'est de passer à une phase d'expérimentation précoce, je dirais. Parce qu'on voit bien que ces technologies vont souvent être en rupture. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'incrémental, il va falloir qu'il y ait des transformations profondes et avoir levé des verrous technologiques, des fois organisationnels. Donc il faut les expérimenter, et si on veut qu'en 2050, elles soient présentes, mais pas seulement qu'elles émergent en 2050, il faut qu'elles soient présentes et déployées, il faut que, en gros, elles soient sur les marchés en 2020. Et c'est un horizon qui est quand même assez proche, finalement, 2020, mais c'est assez lointain pour des entreprises qui ont souvent des visions à beaucoup plus court terme. Bon, certains grands groupes peuvent avoir des visions à long terme, mais 2020, pour un marché en 2020, c'est quand même du long terme souvent pour les entreprises. D'où l'intérêt pour les pouvoirs publics, parce que pourquoi est-ce qu'on aiderait ces entreprises? Parce que c'est des facteurs d'emploi, d'activité sur le territoire national, et qu'on est dans une compétition internationale. Tous les grands pays, y compris les pays émergents, sont maintenant dans une course pour être les premiers sur ces technologies, parce que ça va être des marchés. Donc, on souhaite accélérer un peu le processus et donc aider les entreprises à réaliser des démonstrateurs, des expérimentations précoces. Donc pour cela, l'ADEME a été dotée, à la suite du Grenelle de l'environnement, d'un fonds qu'on a appelé Fonds démonstrateur de recherche. Et puis maintenant, on a depuis quelques mois, à travers le grand emprunt, en charge des programmes qui s'appellent Investissements d'avenir et qui prennent la suite de ce fonds démonstrateur dans la même logique. J'y reviendrai. Alors, quelques résultats pour vous montrer ce qui a été fait en 2 ans, depuis 2008. On a eu, alors on appelle ça des appels à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a une feuille de route sur les véhicules à long terme. Quels sont les projets que peuvent présenter les entreprises en termes de nouveaux véhicules à expérimenter qui pourraient être les véhicules de demain? Alors, on a eu 2 appels à manifestation d'intérêt, 11 projets sélectionnés sur le premier, autant sur le second. Alors vous voyez par exemple les types de projets, un moteur roue de Michelin. Michelin a développé une roue dans laquelle il y a la motorisation. Les moteurs, au lieu d'être, c'est des moteurs électriques, bien sûr, ils sont dans la roue. Il y a une suspension électrique et maintenant il développe le freinage sans mâchoire, simplement par récupération de l'énergie électrique par induction, et la direction. Donc on aurait avec ces dispositifs des véhicules où il n'y a plus du tout de motorisation à l'intérieur du véhicule. Les batteries seraient dans le châssis. Bon, c'est un exemple. Un exemple aussi de véhicules rechargeables, électriques, plus classiques, je dirais. Et puis ce qu'on appelle des TQM. Alors, TQM, c'est un jargon dans le domaine des véhicules. C'est un tri- ou quadricycle à moteur. Vous savez qu'il y a des motos à 3 roues maintenant, et c'est vraiment des objets qui préfigurent certains marchés. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais c'est des choses qu'on a aussi aidé à expérimenter à ce stade. On en a eu sur les biocarburants de 2e génération. On sait que la première génération pose de gros problèmes. La deuxième donne des espoirs. Toutes ces technologies, comme le captage et le stockage de CO2, ne sont pas des technologies validées à ce stade. Il faut les expérimenter, il faut sortir du laboratoire et à un moment construire des expériences, en tirer les conclusions. Donc on a à peu près aidé à hauteur de 170 millions en 2 ans, à peu près, l'ensemble de ces projets. Alors actuellement, au-delà de ce fonds démonstrateur, comme ça a très bien marché dans le cadre du grand emprunt et des investissements d'avenir, l'ADEME est chargée de poursuivre, mais en l'amplifiant, l'opération sur
les démonstrateurs et des expérimentations pré-industrielles, c'est-à-dire d'aller non seulement sur des technologies en rupture, mais aussi plus proche du marché. Tout ça dans une optique, évidemment, d'avoir des entreprises compétitives sur ces technologies dites vertes au niveau international. Et donc, c'est une action vraiment ciblée sur les entreprises. Donc, on a 4 programmes, un véhicule du futur. Alors, on va retrouver ce que j'ai dit, qui va concerner les véhicules, mais pas seulement les véhicules légers, mais également les poids lourds, les autobus, le transport maritime et ferroviaire, qui est doté de 1 milliard d'euros sur à peu près 5 ans. On a un programme qui est focalisé sur les énergies renouvelables. Alors, c'est intitulé « Énergie décarbonée », mais ça recouvre les énergies renouvelables, mais également les bâtiments à énergie positive. On vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt sur les bâtiments à énergie positive. Une action également sur le recyclage, l'économie circulaire. Comment faire en sorte que les produits que nous consommons soient au maximum recyclés et réutilisés avec un minimum de ponction sur les ressources et aussi d'atteinte à l'environnement à travers la production, la consommation. Donc ça passe par le tri et la valorisation des déchets, ça passe par l'éco-conception des produits et des technologies. Et puis enfin, un programme qui touche les réseaux électriques intelligents, ou smart grid en anglais, où il s'agit là de la problématique. Vous voyez, 20% d'énergie renouvelable en 2020 dans le mix énergétique, ça va poser des problèmes parce que l'énergie solaire ou l'énergie éolienne n'est pas toujours en adéquation avec les besoins. Donc, quand il n'y en a pas beaucoup dans les réseaux, ce n'est pas trop difficile à gérer, il y a un foisonnement. Mais quand la part augmente, il va falloir stocker cette énergie. Alors, soit on la stocke chez le consommateur, on aura des panneaux photovoltaïques sur les toits et des batteries dans la maison, soit on a des clusters à un niveau subrégional, avec aussi des stockages, soit on a des gros stockages adossés à des grandes centrales éoliennes ou photovoltaïques. Donc c'est ouvert. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être privilégié. Sans doute un peu de tout ça, mais ça fait partie des choses qu'il faut expérimenter et tester. Donc on a 250 millions d'euros pour ces réseaux électriques. Et oui, sur les réseaux électriques, vous avez aussi, après, l'intelligence chez l'usager. Vous avez peut-être entendu parler des débats actuels sur les compteurs Linky, communicants mais pas intelligents. Et ça veut dire que, en gros, notre machine à laver, elle se mettra plutôt en route quand il y aura des éoliennes qui tourneront. Je simplifie, mais c'est un petit peu le sens. On n'a pas forcément toujours besoin, à un moment donné, de l'énergie électrique. On peut la déplacer. Alors ça permet d'éviter des stockages qui sont coûteux. Donc c'est la problématique. Donc on a cet ensemble à gérer. Et là, je terminerai par cette diapo. Là, c'est un scoop parce que ça n'a pas encore été présenté. Dans le cas des investissements d'avenir, on a continué le fonds démonstrateur et viennent d'être décidés il y a 2 jours, c'était annoncé par le Premier ministre, mais pas en détail, les résultats d'un appel à manifestation d'intérêt sur les énergies marines, donc les énergies qu'on peut récupérer en mer. Alors, d'abord, 2 projets sur l'éolien flottant. Alors, l'éolien flottant, c'est donc de l'énergie, des éoliennes offshore, comme on dit, qui ne sont pas à terre. Mais là où les fonds sont très profonds, on ne peut pas mettre les éoliennes ancrées, enfin, avec des pieux qui sont sur le fond de la mer, comme ça se fait habituellement. Donc, l'idée, c'est d'avoir des éoliennes flottantes. Donc, ça pose des problèmes technologiques évidemment importants. Donc, on a 2 projets, VertiWind et Windflow, qui viennent d'être sélectionnés et qui vont être expérimentés notamment au large de la Bretagne, en France, et qui sont des prototypes très avancés au niveau mondial. On a également les hydroliennes. Donc les hydroliennes, c'est les courants marins ou les marées qui sont mis donc, sous l'eau et qui vont récupérer ces courants marins pour produire de l'électricité. Alors avec là un intérêt par rapport au solaire et à l'éolien, c'est que c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus prédictible. Donc là on a 2 projets d'hydroliennes qui ont été sélectionnés, qui vont être testés, avec l'un qui est beaucoup plus avancé, futuriste, avec plus de risques, et l'autre qui est plus traditionnel, je dirais, et avec moins de risques. Et puis enfin, un projet d'énergie houlomotrice, donc là c'est l'énergie de la vague, l'oscillation des vagues, qui est récupérée pour effectivement avoir aussi de l'électricité
et donc qui est là aussi relativement plus stable dans le temps. Donc ces 5 projets viennent d'être décidés. Comme ordre de grandeur d'aide publique, ça représente à peu près 40 millions d'euros d'aide publique, plus de 100 millions d'euros de coût global des projets. Donc vous voyez, les industriels évidemment s'y impliquent. Et par ailleurs, dans ces investissements d'avenir, on a des retours vers l'État qui sont prévus sous forme, par exemple, ce sont des avances remboursables. Et quand ces technologies pénétreront les marchés, il y aura un retour vers l'État. Et on est en train de décider sur les projets de réseaux électriques futurs intelligents qui intègrent les énergies renouvelables. On a reçu une trentaine de projets. On est en train d'en sélectionner quelques-uns pour les lancer le plus rapidement possible. Au-delà de ça, on va avoir maintenant des appels à manifestation d'intérêt sur d'autres technologies renouvelables, l'efficacité énergétique, le bâtiment, les transports, sur un rythme beaucoup plus soutenu, puisque effectivement il y a des moyens importants qui ont été consacrés. Et encore une fois, je crois que la justification, c'est effectivement répondre à des défis environnementaux et être présent sur cette compétition internationale qui sera évidemment présente dans les années à venir. Merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à M. Criqui, qui lui s'intéresse à des choses peut-être un peu plus théoriques, encore que je ne suis pas complètement en tout cas. Vous vous intéressez à l'évolution de la consommation selon différents types de scénarios d'évolution de la consommation. Oui, disons que le laboratoire que je dirige se préoccupe de savoir quelles doivent être les transformations des systèmes énergétiques de façon à pouvoir s'inscrire sur des trajectoires compatibles à la fois avec les objectifs climatiques de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et aussi de gestion d'une raréfaction relative des sources fossiles, bien que dans ce domaine, il faille probablement distinguer les raretés pour le pétrole, le gaz naturel, le charbon, ce n'est pas du tout la même chose. Mais donc on s'intéresse à ce que devrait être, on essaye d'identifier ce que devraient être les transformations des systèmes énergétiques pour répondre à finalement ce double défi, et en se situant à des échelles géographiques multiples. On regarde ça au niveau international, au niveau français, on a participé aux travaux sur la contribution climat-énergie et l'évaluation de ce que devait être la valeur du carbone en France. Et aujourd'hui, je n'en parlerai pas là, mais on s'intéresse à la question également des plans climat locaux. Comment des collectivités locales doivent-elles engager des politiques dans le transport, les bâtiments, les systèmes énergétiques locaux pour s'engager sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est à partir des travaux qu'on a menés depuis de nombreuses années, quel est l'encadrement, je dirais, global et sur le long terme qui est susceptible de structurer les actions des entreprises dans le domaine de l'énergie. Alors, voilà, je vais commencer par ce transparent qui permet simplement d'illustrer 2 scénarios très contrastés pour l'énergie à l'horizon 2050. Alors évidemment, il ne faut pas cacher que ces projections à 2050 pour le monde entier sont entachées de très fortes incertitudes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de voir quelles peuvent être, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses sur la démographie, la croissance, les ressources des différentes énergies, l'évolution des technologies, quels peuvent être les futurs énergétiques. Alors à gauche, on a le monde au fil de l'eau, en quelque sorte, c'est-à-dire le monde de l'énergie au fil de l'eau. On voit qu'on passerait d'une consommation mondiale d'énergie de l'ordre de 10 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2000 à 21, 22 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2050. Et l'empilement des sources d'énergie, là, le rouge, c'est le pétrole, le bleu, c'est le gaz naturel, le marron, c'est le charbon. Ensuite, en jaune clair, on a le nucléaire, en vert, la biomasse, et en bleu, les autres énergies renouvelables. Comme vous le voyez, le scénario donc au fil de l'eau à gauche se caractérise par, d'une part, une montée encore pendant un certain temps du pétrole, mais
assez rapidement une stabilisation de la production pétrolière mondiale. Alors vous avez peut-être entendu parler des problèmes de pic pétrolier. On n'a pas véritablement dans nos projections un pic, mais on a un plateau à un niveau de l'ordre de 100 millions de barils jour pour le pétrole, ce qui est bon, c'est une hypothèse à la fois relativement optimiste, mais en même temps, lorsqu'on sait quelle est la dynamique de la demande de pétrole, en particulier dans les pays émergents, on peut se dire que le fait d'avoir une stabilisation et un plateau de la production pétrolière, ça va peut-être ne pas être sans poser des problèmes. La production de gaz augmente pendant un peu plus longtemps, elle se stabilise aussi au cours vers la fin de la période. Et enfin, ce que l'on peut voir, c'est que pour satisfaire un doublement finalement de la consommation mondiale d'énergie, en dépit d'une forte progression et des renouvelables, et de la biomasse, et du nucléaire, eh bien, ce scénario est un scénario du grand retour du charbon, scénario qu'on a d'ailleurs sous les yeux aujourd'hui, puisqu'on voit déjà qu'il y a des investissements massifs, en particulier de la part des pays émergents dans le domaine du charbon. Le problème de ce scénario, c'est qu'il conduit en gros à un doublement des émissions de gaz à effet de serre. Et là, d'après ce que nous disent nos collègues du climat, ça peut tout de même être assez catastrophique comme perspective. Alors, l'alternative, c'est des scénarios de type les scénarios qui permettraient de respecter ce qui avait été l'an dernier à la même époque identifié à Copenhague comme le bon objectif pour la communauté internationale, même si malheureusement je dirais les engagements des pays pris individuellement ne répondaient pas à cet objectif, mais c'est limiter l'augmentation de la température à 2 degrés. Alors dans notre système de modélisation, on utilise un modèle économique pour l'énergie qui s'appelle le modèle Paul. Comment ça se traduirait? Comment pourrait-on atteindre? C'est important, me semble-t-il, de caractériser un peu ce futur-là, parce que c'est celui... alors, je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable. C'est certainement le scénario le plus souhaitable, mais ce n'est pas forcément le scénario le plus probable. Donc, on a un peu là 2 extrêmes. Hein. Première constatation, en gris, vous voyez apparaître ici en quelque sorte l'efficacité énergétique, c'est-à-dire toute l'énergie qui, dans le scénario de réduction des émissions de gaz à effet de serre, n'est pas consommée. Et donc on a en quelque sorte une réduction dans ces scénarios de la consommation mondiale d'énergie, mondiale, de 20 à 25%. C'est tout à fait considérable. Ça apparaît d'ailleurs finalement comme la première option pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on voit que dans ces scénarios, on a un développement des renouvelables qui est plus important que dans le scénario au fil de l'eau, un développement du nucléaire également. Et au total, on a une contribution des énergies non carbonées qui dépasse 50% de la production mondiale d'énergie dans ces scénarios-là. Et ce qui veut dire qu'il reste un peu moins de 50% pour les énergies fossiles. Alors comment fait-on pour que ces 50% encore d'énergie fossile n'entraînent pas des émissions trop importantes? Il faut probablement mobiliser sur grande échelle, à l'horizon 2050, ce qu'on appelle la capture et séquestration du carbone pour environ la moitié des énergies fossiles qui seront encore utilisées. C'est comme cela que dans le scénario idéal, encore une fois, le plus souhaitable, malheureusement pas forcément le plus probable aujourd'hui, mais peut-être la communauté internationale y viendra-t-elle dans les années à venir. Dans ce scénario-là, donc, il faut encore faire 50% de capture et séquestration pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre au plan mondial. François Moisan a parlé tout à l'heure du facteur 4 en France. On considère qu'il est assez cohérent dans un scénario mondial de réduction par 2 des émissions que les pays industrialisés réduisent plus leurs émissions que la moyenne mondiale, tout simplement pour laisser un peu de place, en quelque sorte, un peu d'espace carbone, comme on dit, aux pays en voie de développement. Et donc, on a 2 images très contrastées du futur énergétique, et je crois que les entreprises, aujourd'hui, doivent s'inscrire et se situer et développer leur stratégie à l'intérieur de cet espace. En passant, pour terminer sur ce transparent, on constate que dans ce scénario, on consomme beaucoup moins de charbon, c'est tout à fait évident, et aussi un peu moins de pétrole et de gaz naturel, ce qui, soit dit en passant, pourrait permettre peut-être de limiter les risques de tension sur les marchés, en particulier sur les marchés pétroliers, à l'horizon, disons, 2030-2040. C'est-à-dire qu'on serait dans un monde peut-être où moins chaud dans le double sens du terme, moins chaud du point de vue du climat, et moins chaud peut-être aussi des risques de tension géopolitique. Mais ce n'est pas tout à fait le propos aujourd'hui. Alors, pour situer toujours le rôle,
les stratégies, les responsabilités des entreprises, il faut quand même d'abord parler de ce que vont faire les États, parce qu'effectivement, pour s'inscrire sur de nouvelles trajectoires, telles que celles que j'ai présentées, il faudra bien que d'abord ce soit les États qui interviennent. Alors les États ont effectivement en gros trois modes principaux d'intervention pour essayer d'inscrire le système économique, le système productif vers des trajectoires plus durables du point de vue du climat et de la sécurité énergétique. D'abord, ce qu'on appelle les interventions tutélaires. Alors, c'est l'effort de recherche, développement, diffusion, typiquement ce que François Moisan nous a décrit auparavant. Le financement des infrastructures vertes avec, cependant, quelles limites. Bon, on a aujourd'hui la procédure des investissements d'avenir, c'est une fort bonne chose, mais on sait qu'on a en même temps des contraintes financières très fortes. En quelque sorte, il y a eu 2 temps de la crise financière. Le premier temps, on craignait avant tout l'effondrement de l'économie, donc on a fait de la relance verte, ce qui était sans doute une bonne chose. Mais malheureusement, dans le deuxième temps de la crise, on s'est aperçu que ça creusait des déficits et que ça risquait de mettre les États en difficulté. Donc là, on est un peu sur le fil du rasoir et il faut vraiment doser avec une grande prudence les investissements publics dans ce domaine, mais il faut très probablement en faire, c'est certain. L'État peut intervenir aussi à travers la mise en norme de normes, et il y a un certain nombre de secteurs où, en effet, les normes d'efficacité énergétique peuvent être tout à fait un instrument assez puissant de changement technique. Dans le domaine du bâtiment, et là, je crois qu'on a parlé effectivement des industries, les 2 premiers intervenants proviennent des industries de l'énergie. Il faut noter que, par exemple, pour le facteur 4, les entreprises du secteur du bâtiment auront un rôle tout à fait essentiel à jouer, parce que c'est de leur capacité technique à mettre en œuvre les normes du Grenelle de l'environnement que dépendra pour une large part la capacité que l'on pourra avoir à réduire les émissions en France. Donc là, ça touche beaucoup de secteurs. Et puis enfin, l'État peut intervenir, doit probablement intervenir à travers ce qu'on peut appeler les instruments économiques, et il faudrait le faire dans tous les secteurs. Il y a déjà, pour les industries grosses consommatrices d'énergie ou pour les industries fortement émettrices, dont le secteur électrique, le système européen des quotas. Je crois qu'il faut toujours rappeler que ce système européen des quotas, malgré les vicissitudes et les difficultés qu'il a peut-être dans ses premières années, il a tout de même l'avantage et le mérite de couvrir la moitié des émissions de gaz à effet de serre au plan européen. Un peu moins dans le cas français, parce que le système électrique, grâce au nucléaire et à l'efficacité du système français et à l'efficacité énergétique en France, les industries grosses consommatrices, ou les industries couvertes par le système des quotas ne représentent qu'environ 30% du total. Mais au plan européen, c'est 50%, donc c'est tout à fait considérable. Et puis, le projet de taxe carbone est actuellement en stand-by, on peut le décrire comme ça. C'est, je crois, probablement le type d'instrument sur lesquels il faudra revenir, avec toute la question, quelle valeur mettre sur le prix du carbone. Les premiers calculs qu'on avait faits pour la DGEMP il y a quelques années donnaient 400 € par tonne de CO2 en 2050. On nous avait dit, vous délirez, c'est beaucoup trop élevé. Finalement, je crois que quand on considère que 400 € par tonne de CO2, c'est finalement 1 € par litre d'essence. Pensez qu'on pourra faire le facteur 4 avec, j'oserais dire, seulement 1 € par litre en plus en 2050, c'est finalement peut-être un ordre de grandeur qui n'est pas si excessif que cela. On a bien pris 50 centimes du fait de la hausse des prix du pétrole dans les 2 dernières années, dans les 5 dernières années. Mais bon, cette question de la taxe carbone, à mon avis, reviendra. Quand elle a été abandonnée, Michel Rocard, qui avait présidé la commission, a dit mais il faudra bien y revenir parce qu'on a besoin de donner un prix au carbone. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et il est important que les entreprises s'inscrivent dans des stratégies qui prennent en compte l'éventualité d'une valeur du carbone et éventuellement assez élevée dans le futur. Et puis, il y a la question aussi de la taxe carbone aux frontières. Alors, j'en viens aux responsabilités des entreprises. Alors on pourrait rentrer dans le détail, mais là je vais simplement survoler. On peut dire que les industries de la deuxième révolution industrielle, celles qui en quelque sorte ont fait la croissance du XXe siècle, en particulier de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est peut-être pas par hasard qu'on a appelé le régime de croissance des années 45-75 le Fordisme. C'est parce que vraiment c'est des industries fondées sur la sidérurgie qui était déjà dans la première révolution industrielle, mais le développement du pétrole, l'automobile,
automobile, le complexe pétrole-automobile a été vraiment a constitué un des principaux supports de croissance dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut dire que ces industries sont menacées si elles ne réagissent pas convenablement. Et elles doivent donc investir dans les solutions qui présentent des profils plus bas carbone. Alors, par exemple, pour la sidérurgie, on a travaillé avec les gens d'ArcelorMittal sur un projet européen qui s'appelait ULCOS, Ultra Low CO2 Steelmaking. Comment faire de l'acier avec un contenu en carbone très faible. C'est l'exemple type, je dirais, de bonne stratégie pour des industries qui, sinon, on peut dire qu'une tonne d'acier avec des méthodes conventionnelles de production, c'est 2 tonnes de CO2. Donc, pour les sidérurgies, c'était vraiment un très gros problème. Je pense que pour les industries du pétrole aussi, et du gaz naturel, il y a de véritables défis. Les technologies de la capture et séquestration font probablement partie des options à examiner de la manière la plus attentive. Et puis, enfin, pour l'automobile, eh bien, il est clair aussi que tout ce qui est véhicule hybride, véhicule électrique, véhicule à hydrogène, ça fait partie, en quelque sorte, des investissements d'avenir pour ces industries. Et puis, il y a beaucoup d'autres activités. J'ai parlé de la construction tout à l'heure. Bon, François Moisan a parlé des smart grids. Je crois qu'en effet, les industries de ce qu'on pourrait appeler la troisième vague, pour reprendre un titre très prémonitoire et un ouvrage très prémonitoire d'Alvin Toffler, les industries de la troisième vague doivent mobiliser, il faut mobiliser les technologies de l'information et de la communication pour l'ensemble des smart systems, des systèmes intelligents qui pourrait permettre l'hyper-efficacité énergétique, une meilleure utilisation, une meilleure optimisation des réseaux électriques avec de fortes contributions des renouvelables, mais aussi éventuellement, et il faut explorer toutes ces options, elles sont souvent peut-être présentées comme des solutions miracles, donc il faut peut-être rester prudent, mais il faut quand même les explorer. Par exemple, la gestion intelligente du trafic, du covoiturage, de l'autopartage, tout ça peut faire partie effectivement de nouveaux systèmes technologiques plus complexes, avec des technologies de l'information, mais qui permettent de répondre aux défis ce que j'appellerais les solutions bas carbone ou de l'hyper-efficacité énergétique. Donc, et je crois que je conclurai là-dessus, la responsabilité des entreprises aujourd'hui, c'est certainement de bien anticiper les contraintes que vont faire peser dans le futur la question du changement climatique et une certaine raréfaction des sources fossiles, en particulier pétrole, un peu moins gaz naturel. Donc, il me semble qu'elles doivent s'inscrire dans ce changement de paradigme énergétique. Alors, on pourra dire, oui, mais si la France et l'Europe, dans ce domaine, mettent en œuvre des politiques climatiques très vigoureuses, est-ce qu'il ne va pas y avoir une perte de compétitivité de l'industrie européenne ? C'est une question qu'on ne peut pas complètement contourner. Il peut y avoir, en effet, des coûts supplémentaires sur le court et moyen terme, mais je crois qu'il faut bien considérer que ces coûts de court-moyen terme, alors bien sûr, comme disait Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts. Donc, il faut passer le court terme pour vivre le long terme. Mais on peut très justement penser que ces coûts à moyen terme, ou court-moyen terme, seront compensés. Alors, d'une part, par une meilleure compétitivité des industries européennes et françaises, si vraiment elles maîtrisent les technologies du futur. Et puis aussi, peut-être, une moindre vulnérabilité de l'économie française et de l'économie européenne aux chocs énergétiques qui sont peut-être à attendre si le reste du monde reste à la traîne. Donc ça, c'est tout le débat sur la stratégie européenne. Est-ce qu'il est responsable de la part de l'Europe et de la France de s'engager fortement sur des contraintes environnementales sévères, alors même qu'on ne sait pas si le reste du monde va nous suivre? Et la négociation qui se déroule actuellement à Cancun témoigne des difficultés finalement de la construction d'un accord international dans ce domaine. Je crois qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a probablement un double dividende à être ambitieux dans le domaine de la réduction des consommations d'énergie, l'identification des solutions bas carbone. On est vertueux du point de vue du climat, et deux, on se prépare peut-être à avoir un système énergétique moins vulnérable à d'éventuels chocs énergétiques dans les prochaines décennies.
Très bien, merci. Monsieur Cardera, je vous voyais tiquer un petit peu réagir en silence à cette histoire de coût qui serait un peu plus augmenté en Europe et en France à cause de toutes ces contraintes par rapport au reste du monde. Donc vous Areva, entreprise internationale, et vous, Total, comment vous composez avec ce genre de problème ? Non, je tiquais pas du tout. J'ai vu un œil se Ce qu'il y a, soulever. c'est que quand on prend ces types de questions, comme ça a été montré dans le premier slide, on agrège des tas de choses et on dit voilà comment on aimerait que ça bouge. Il est clair, par exemple, quand on dit il faudrait qu'il y ait 2 fois plus à la limite de nucléaire, on ne peut pas en même temps dire ça globalement et puis après parler du truc de la France où il est hors de question qu'on ait 2 fois plus de nucléaire qu'on a aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est que les pays, par rapport aux moyennes qui sont mises sur ces tableaux-là, ils se trouvent tous dans des situations extrêmement, extrêmement différentes. Alors, par contre, ce qu'il y a et qui est lié au coût, c'est que malheureusement, peut-être aujourd'hui, tous les pays dans le monde, ils sont aussi dans des dynamiques de développement qui sont très différentes. Et je pense qu'un des sujets que je crois qui a été signalé, mais pour lequel il faut avoir en tête des ordres de grandeur, c'est que pour passer de la partie gauche de la slide à de l'autre côté, quel que soit ce qu'on a à faire, on est en train de parler de milliards d'euros d'investissement pour faire des choses, soit parce qu'il faut remplacer même quand on dit il y aura 2 fois plus ou même 50% de plus de réacteurs nucléaires, il n'y en a pas 50% de plus à avoir en 2050. C'est que compte tenu de ceux qui vont s'arrêter, il faudrait en fabriquer probablement autant qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire, vous multipliez le nombre de réacteurs par 3 milliards d'euros et vous avez déjà une idée. Donc derrière tout ça, il y a quand même un sujet qui est les modalités de financement de ces évolutions. Bon, on est des entreprises et finalement, on aimerait bien dire à nos clients partout ce qu'ils ont à faire, leur dire, écoutez, il faut que vous arriviez c'est ça qui doit être votre politique énergétique. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est quand même pour le moment eux qui décident. Bon, par exemple, aujourd'hui, dans le nucléaire, on est dans une situation, par rapport à certains autres produits qu'on a dans le renouvelable, bon, je vais caricaturer, mais tant pis, ce qui sera dit sera dit, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans des projets énergétiques qui sont finançables parce que d'une certaine, je dirais, taille, alors que sur le plan industriel ou sur le plan même du client, ils sont à vrai dire non rentables et il y a des projets qui sont aujourd'hui rentables sur le long terme mais qui à cause de leur taille et tout ça ne sont pas nécessairement finançables. Donc c'est ce sujet-là de savoir quelle est non seulement la photo aujourd'hui et la photo de ce qu'il y a demain, mais existe-t-il vraiment des voies, y compris sur les aspects réglementation, comme on a dit, financement, différentiel économique entre les pays, maturité des industries à gauche et à droite. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a beaucoup de difficultés à maîtriser, y compris dans nos entreprises, c'est moins les objectifs qu'on aimerait tous se donner que la manière de tracer des voies dans lesquelles finalement on voit avec une certaine visibilité quel chemin on peut prendre, comme tu l'as dit, pour que finalement on soit toujours là en 2050. C'est quand même pour qu'il n'y ait pas simplement un paysage énergétique qui soit différent d'aujourd'hui, mais qu'à la limite un certain nombre d'entreprises qu'on représente aujourd'hui ne soient plus là. C'est ça, il y a 2 choses dans la... Monsieur Münster, vous vouliez ajouter quelque chose ? D'abord, il est complètement pertinent de se poser la question mondiale. La question de l'énergie, ce n'est pas une question de la France ou de l'Europe, c'est une question mondiale. Et il faut réaliser que la croissance de la demande énergétique, elle n'est pas en Europe. La croissance de la demande énergétique, elle est dans les pays émergents, sans compter que nous ne devons jamais oublier qu'il y a 1,5 milliard d'habitants qui, en tout et pour tout, en termes d'énergie, accèdent à de la biomasse pour faire la cuisine et du kérosène pour s'éclairer. Et cela induit des problèmes de santé, de bien-être, d'éducation, de productivité au travail qui sont sérieux, sans compter un problème éthique. Et outre qu'ils n'accèdent qu'à ça, ils payent leurs calories plus cher que nous.
Donc il faut toujours faire un petit peu attention quand on débat de ces questions d'énergie, que le marché est mondial et que les enjeux ailleurs dans le monde sont posés en termes qualitativement différents, même extrêmement différents. La deuxième chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de marché des technologies qui ne soit mondial. Quand on développe de nouvelles technologies, on ne peut pas imaginer de développer ces technologies simplement adossées au marché français. C'est trop petit. On ne peut pas faire des industries qui se projettent sur du long terme seulement sur ce marché-là. Et donc nous sommes par essence en compétition sur ce marché mondial des technologies. Les grandes usines japonaises fonctionnent avec des machines allemandes et vendent des produits en Europe, et c'est ce marché-là qu'il faut penser. Et c'est vrai sur le photovoltaïque aujourd'hui. Et donc, où aujourd'hui, dans les essences, des carburants qu'on mélange dans le diesel en Europe, il y a une part significative qui est importée, parce qu'on n'a pas assez de production en Europe pour satisfaire les obligations que l'Europe s'est données. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est obligé d'y penser. Alors, pour un groupe comme nous, le marché mondial, l'industrie mondiale, on est en situation de se déployer sur le marché mondial. Et on est en situation intellectuellement de dire, puisqu'il y a moins de production ou de consommation en Europe et des conditions économiques moins favorables en Europe, déployons-nous ailleurs. Et on ne pourrait pas faire le pari de ne pas faire ça. C'est le risque pour l'entreprise. Même si nous, on estime qu'effectivement, il y aura un plateau de production de pétrole, mais qu'on y a notre place pour longtemps. Et donc, ce genre de jeu, c'est pas, à mon avis, le problème le plus sensible pour les grandes entreprises de l'énergie, qui sont obligées d'être grosses compte tenu du poids de l'investissement. On ne peut pas imaginer d'entreprise de l'énergie petite. Il faut qu'elle soit très grosse pour être capable d'assumer l'investissement. Rappelez-vous, transformer le mix énergétique. Aujourd'hui, l'industrie du pétrole investit de l'ordre de 500 milliards par an à l'échelle mondiale. Et pour transformer le mix énergétique, il va falloir investir de l'ordre de 1000 milliards par an en plus. Donc il faut une très grosse industrie. Comment on peut estimer ce genre de chiffres ? C'est les chiffres qui sont calculés à l'échelle mondiale du surcoût de ces investissements, du coût qu'il faut faire pour transformer le système de production énergétique. Et il y a Nicolas Stern a fait ce genre de calcul, l'AIE le fait tous les ans, l'Union européenne le fait, on tombe toujours sur cet ordre de grandeur-là. Donc il y a ce genre de projection. Et il faut une grosse industrie pour faire ça. Ou alors des États, ce qu'on a fait dans le passé. Donc il y a cette logique-là. À mon avis, la grande difficulté de cette transformation pour l'Europe, c'est les implications sociales. On ne peut pas imaginer de transformer le système énergétique européen sans penser que la transformation du point de vue social ne sera pas douloureuse. Vous savez bien, fermer une raffinerie, c'est douloureux. Et on ne peut pas dire à un ouvrier de raffinerie, c'est bien, tu vas partir dans une usine de photovoltaïque. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même formation, il ne va pas s'y retrouver. Et puis si le prix du carburant est très élevé, un grand nombre d'entreprises de transport par camion, les petites, vont souffrir, leurs marges ne sont pas là. Donc il va y avoir une rationalisation de l'industrie du transport accompagnant cette augmentation du coût des carburants, liée au coût du CO2 qu'on va intégrer dans ce système-là. D'accord. Donc je pense personnellement qu'on ne met pas assez en avant ou en réflexion les implications sociales de cette transformation-là. Et c'est ça dont l'Europe va souffrir, plus que du bilan économique sous-jacent. D'accord. Mais donc ces problèmes sociaux, est-ce qu'ils sont pris à bras-le-corps par, je sais pas moi, le gouvernement, des choses plus larges comme l'Europe pour prévoir ça? Parce qu'a priori, c'est effectivement quelque chose qui est en route, inéluctable. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là? La gestion sociale est toujours à court terme. Oui, je ne vais pas du tout démentir ce qu'a dit Jean-François Münster, et c'est vrai que c'est un problème, cette transition des métiers, de l'emploi et les besoins. Par rapport à votre question, on a fait une étude avec l'Union des syndicats européens il y a de ça 2-3 ans, justement, pour évaluer dans cette transition vers une société sans carbone, quels seraient les secteurs où il y aurait effectivement des pertes d'emploi et ceux où il y aurait des gains d'emploi. Alors, globalement, ça peut être positif, mais évidemment, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas effectivement transformer les métiers comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut préparer tout ça. Mais
Moi, je voulais quand même, par rapport à la vision, alors certes, il y a ces problèmes d'adaptation à des nouveaux métiers, parce que là, on a parlé des adaptations pour produire de l'énergie. Et vous avez pourtant dit, l'efficacité énergétique, c'est la première priorité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est sur l'efficacité énergétique, là, il y a des nouvelles options qui sont pas toujours évidentes d'un point de vue économique, mais il y a des options qui sont quand même différentes, des métiers nouveaux, des emplois nouveaux. Par exemple, sur deux sujets, on a parlé des réseaux, j'ai parlé des réseaux électriques intelligents, Patrick Criqui en a reparlé. Les services d'efficacité aux consommateurs, il y a un gisement potentiel très important chez les ménages. Les deux secteurs, c'est les ménages et les transports. Dans nos consommations d'électricité, on pourrait gagner, alors on a des chiffres qui sont entre 5 et 15% par exemple, de ce qu'on pourrait gagner en moyenne chez les ménages avec des dispositifs intelligents et puis des services. C'est-à-dire qu'il y aurait, si ça se développe, il va y avoir des nouveaux business, des nouvelles activités, de pouvoir vendre ces services aux consommateurs et donc ça existe déjà, gagnant-gagnant. Au moins pour les entreprises. Oui, ça existe pour les entreprises, c'est plus simple. Chez les ménages, c'est un peu plus compliqué. Et là, effectivement, il y a aussi une équation sociétale qui n'est pas évidente parce que 5 à 10% à gagner sur une facture de, mettons, 300 euros par an, mettons 30 euros par an, il y a un coût fixe des dispositifs qu'il faut aller installer chez les consommateurs qui peuvent être de l'ordre de 200 euros. Donc, en combien d'années c'est rentabilisé? Et en revanche, effectivement, si c'est un consommateur qui a 10 000 euros de facture, c'est plus vite rentable. Donc, vous voyez tout de suite comment faire en sorte que ça puisse se développer de façon massive pour l'environnement et puis aussi pour qu'effectivement, il n'y ait pas une précarité d'efficacité énergétique comme il y a une précarité énergétique actuelle. L'autre exemple, c'est la mobilité. J'évoquais la mobilité urbaine. On voit bien que là aussi, des services de mobilité, il y a en germe beaucoup de projets pour introduire. Alors, il y en a qu'on connaît très bien. Bon, le Vélib à Paris, par exemple, ou dans beaucoup de villes de France maintenant. Maintenant, économiquement, il faut regarder un vélo à Paris de Vélib, ça revient à peu près à 2 000 euros par an. Oui, ils n'avaient pas prévu les dégradations. Ouais. Oui, alors, non, mais bon, alors certes, ça peut diminuer, mais on voit bien qu'il y a un coût qui est très très important actuellement. Alors comment c'est financé? Parce qu'il faut trouver une équation économique, c'est financé par la pub, puisque c'est un contrat qui lie effectivement la pub. Alors, c'est difficile de trouver de solvabiliser ces services, parce qu'effectivement, on ne va pas être dans une société où on va dire, voilà, on va déployer ça, et puis qui va payer? Mais je vais donner un exemple sur ce qui se passe actuellement. Actuellement, toutes les données de localisation des transports des bus de transport public, par exemple, existent. Les sociétés de transport qui gèrent des transports publics savent à tout moment, à tout instant, où sont les autobus. Ces données ne sont pas publiques. Elles ne sont pas publiques parce que c'est considéré comme des données stratégiques en vue d'une ouverture à la concurrence. Si vous pouvez imaginer avec les technologies actuelles des iPhones et de tous les appareils téléphoniques qu'on a, les services qui pourraient se développer, des services rentables, sur le fait de savoir à quel moment exactement où est un bus et comment on pourrait ça existe adapter. déjà, ça. En temps réel? Oui. Pas en temps réel. Si, je peux vous montrer. Vous savez à quelle heure passe Oui, le prochain aujourd'hui, 89. Aujourd'hui, c'est pas d'information. Mais pas en temps réel. Dans combien de temps vous aurez la connexion avec tous les autobus de la RATP, par exemple? C'est pas actuellement accessible. Là, je vais à l'arrêt. Enfin, je vais pas. Ah oui, vous savez, à l'arrêt, ils vous disent un cri. Non, mais vous non, pas sur... si, je l'ai sur mon téléphone. La RATP, je peux vous dire que le prochain 89 passe dans 7 minutes et le suivant dans 15 minutes. Ah oui, mais ça, c'est pas du temps réel. Si, parce que c'est mis à jour. Enfin, peu importe. Peu importe. Mais là, il y a des gains énormes et des services qui pourraient se développer effectivement de façon beaucoup plus simple. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Et je pense que, autant, je suis d'accord avec Jean-François Münster, il y a les grandes entreprises ont beaucoup de choses, des grands groupes, mais sur ces services, là, il y a des révolutions de services qui sont en cours et qui peuvent accélérer beaucoup ces modifications de nos modes de vie. D'accord. Monsieur Criqui voulait réagir. Et puis après, je vais vous laisser un peu de temps, parce que le temps passait très vite. Je vais vous laisser un peu de temps si jamais vous avez des questions. Mais Monsieur Criqui d'abord. Oui, je pense que Jean-François Münster avait raison de souligner
l'importance du défi social que constitue ce changement de modèle énergétique. Mais d'abord, je crois qu'il faut souligner le fait que très probablement, il vaut beaucoup mieux gérer ce changement que de se le voir imposer dans des circonstances qui pourraient être éventuellement difficiles. Et puis aussi, je crois que là, il faudrait prendre en compte, François Moisan soulignait la manière dont peuvent émerger de nouvelles activités. Je crois aussi qu'il faut souligner que tout cela doit s'inscrire également dans de nouveaux équilibres macroéconomiques. Il y a 15 jours, il y a un des meilleurs économistes français et un ancien Premier ministre, Michel Aglietta et Lionel Jospin, pour ne pas les nommer, qui ont proposé de modifier une réforme de la fiscalité qui incorporerait une taxe carbone, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et en indiquant en particulier 3 usages possibles de cette taxe carbone. Premièrement, aider ceux des ménages les plus en difficulté du point de vue de leur accès à l'énergie, y compris en France, parce qu'effectivement, le problème de l'accès à l'énergie est un problème majeur des pays en développement, mais on a aussi en France des populations fragiles qui ont de réels problèmes d'accès à l'énergie. Donc, première utilisation. Deuxième utilisation, réduire les charges sociales des entreprises de façon à améliorer leur compétitivité, ce qui est tout de même un élément important à mettre dans le tableau macroéconomique, puisque beaucoup d'économistes considèrent qu'effectivement, un des problèmes de l'Europe, c'est bien qu'on a des charges sociales qui sont importantes. Et si donc on trouve une fiscalité qui s'appuie plus sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, on peut réajuster le système comme cela. Et enfin, une dernière composante pour le financement de grands projets européens sur les nouvelles technologies. Donc, on a à la fois un défi majeur. Toute transition de cet ordre est difficile, mais encore une fois, il vaut mieux la gérer que de se l'avoir imposée. Et puis, d'une certaine manière, ça peut recréer aussi des marges de manœuvre, c'est-à-dire que ça peut redonner des moyens d'action. Très bien, merci. Alors, j'arrive pas à vous voir, je suis un peu à contre-jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Ça y est. Ah, bon, très bien. Voilà, j'aurais donc une question, d'une part, et d'autre part, même une suggestion, une idée qui m'est venue. Alors, la première question, c'est celle-ci. J'ai lu très souvent dans la presse des articles très, très anti-nucléaires à cause des déchets nucléaires. Alors, donc j'aurais cette question à poser à M. Garderet. Où en est-on aujourd'hui en ce qui concerne les déchets nucléaires? Voilà, ça c'est une question. Et d'autre part, en ce qui concerne la voiture électrique et la voiture, comment dirais-je, comment appelle-t-on ça, essence et électrique, il y a un nom pour ça. Hybride. Hybride. L'idée qui m'est venue, je pense que l'industrie du taxi serait très bien pour ce genre de véhicule. Est-ce que l'État pourrait faire une aide, aider ces gens-là qui souvent n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule de ce type et de l'essayer, de telle sorte à ce que le grand public voit ces véhicules, les industriels les voient sur le terrain, comment ils se développent. Je pense que ce serait peut-être une bonne chose pour que le public finalement les achète après les avoir vus circuler en ville, parce que ce sont surtout des véhicules de ville. Voilà, alors voilà mes 2 questions et suggestions. Très bien, merci. Donc, M. Garderet sur les déchets. Bon, très rapidement, l'industrie nucléaire, elle prend de la matière nucléaire, elle met dans les réacteurs. À la sortie, il y a une partie des produits qui sont les produits résultant de la fission, qui sont eux-mêmes radioactifs. Et il y a une seule manière à très long terme de se protéger, ça, c'est de l'isoler des hommes et de la biosphère. Bon, parce que, bien sûr,
on essaie de minimiser la quantité de ces déchets. On l'a déjà fait énormément. On continuera à le faire, mais il y en aura toujours. Je le dis pour ceux qui diraient un jour il peut y avoir du nucléaire sans déchets. On ne peut pas faire de la fission de gros noyaux sans en avoir un certain nombre de petits qui sont eux-mêmes radioactifs. Voilà. Le seul sujet, c'est de savoir, est-il possible aujourd'hui de proposer des solutions dans lesquelles ces déchets, comme il y en a dans d'autres industries, on peut les confiner de façon à ce qu'il y ait zéro problème pour personne pendant aussi longtemps qu'on veut. Donc aujourd'hui, il est faux de dire qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il y en a deux et tous les pays où les gens qui discutent sur ces deux solutions. Une fois qu'on a confiné des déchets, comme aujourd'hui tous les déchets du parc électronucléaire français sont confinés et sont à la Hague, vous pouvez aller visiter, vous pouvez y aller dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde là pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans, etc. Mais il y a un problème vis-à-vis des générations futures parce qu'en gros, ils sont en boîte et comme les boîtes peuvent avoir des problèmes, il faudrait changer les boîtes tous les 100 ans, 200 ans, etc. Donc aujourd'hui, la communauté internationale, partout, est en train de dire le seul sujet, c'est précisément d'avoir une gestion purement passive de ce genre de choses, de les enfouir de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune influence ni sur personne, ni sur l'environnement, aussi longtemps que vous voudrez. Alors aujourd'hui, il faut faire la démonstration que cette chose est possible. Et aujourd'hui, on n'en est pas très loin. Il faut surtout que les gouvernements, partout, prennent la décision de choisir soit la première solution, qui en fait sans problème pour personne, mais qui oblige quand même à repousser la même décision pendant des centaines d'années, ou prendre la décision d'avoir une décision définitive avec tout ce que ça comporte. Alors aujourd'hui, je peux vous dire, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, que je sais très bien ce qui va se passer, c'est que la décision va être de dire on va faire quelque chose de définitif, mais on va avoir le temps de la mettre en œuvre pendant quelques centaines d'années, ce qui n'est pas si opposé de prendre la solution inverse qui consiste à dire on attend et un jour on fermera. Et donc parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucun incident ni accident grave dû aux déchets nucléaires. Alors je ne veux pas faire m'attaquer moi-même en disant les gens ont raison de se poser la question sur les transports de matières nucléaires, sur la sûreté des réacteurs, etc. Parce que là, il y a des difficultés liées à l'énergie nucléaire. Mais s'il y a bien un sujet qui n'est pas un sujet, c'est une fois que vous avez un tout petit peu de matière radioactive qui reste et que vous l'avez vitrifiée, vous pouvez la garder des milliers d'années, il ne se passera rien. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne peux jamais rien promettre, mais il est évident que jamais vous entendrez dans votre vie, ni plus tard, qu'il y a eu la moindre atteinte à quelqu'un et à l'environnement due aux déchets nucléaires, alors qu'il peut y en avoir sur d'autres aspects. Donc c'est un vrai problème, mais c'est un problème de décision politique entre deux options qui sont de toute façon, à mon avis, inoffensives dans les deux cas, mais qui sont un problème éthique. Est-ce qu'on décide d'entreposer et de changer les boîtes aussi souvent qu'il faudra, avec le problème de l'intrusion humaine à chaque fois, ou bien est-ce qu'on prend une solution qu'on peut penser être définitive, mais comme toute solution définitive, on lègue la solution aux générations futures, et bien sûr, avant de le faire, il faut réfléchir. Merci. Monsieur Massa, vous vouliez réagir sur... D'accord, donc sur les véhicules électriques qu'on voit déjà dans les rues de Paris, en fait. Oui. Non, alors, sur les véhicules et le rôle des taxis, tout à fait d'accord avec vous. Alors, déjà, les taxis, il y a des flottes de taxis qui utilisent déjà des hybrides. Hein, les hybrides des Toyota, on en voit pas mal dans Paris, hybrides. Maintenant, les pouvoirs publics, ils aident déjà les véhicules hybrides à travers ce qu'on appelle le bonus-malus. Alors, enfin, ce n'est pas les pouvoirs publics qui aident parce que c'est un dispositif qui est a priori neutre pour l'État, s'il n'est pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un malus pour les véhicules très gros consommateurs d'énergie, puis un bonus pour ceux qui sont moins. Les hybrides en profitent puisqu'ils ont un gros bonus en l'occurrence. Alors effectivement, on peut aller plus loin et essayer d'expérimenter des véhicules encore plus performants que ceux qui sont actuellement, et notamment les taxis, effectivement, peuvent être un bon créneau. Alors c'est vrai pour des hybrides, sur les véhicules purement électriques, le problème c'est que les taxis font beaucoup de kilomètres, donc l'autonomie pose un problème. Mais il y a des projets actuellement, effectivement, pour expérimenter sur des taxis des véhicules plus type hybride, voire tout électrique. Je voudrais quand même, sur le véhicule électrique, faire un petit bémol quand même, parce que ça apparaît comme une solution
presque parfaite. Alors au-delà de l'autonomie que tout le monde connaît, qui est encore un problème technique important, sur le fait qu'il y a quand même un problème. Si les véhicules électriques sont très 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 nombreux et que tout le monde se met à recharger son véhicule électrique le soir en rentrant du travail à 7 heures, c'est le moment de la pointe d'électricité. Et à ce moment-là, l'électricité, c'est pas du nucléaire, c'est de l'énergie fossile, c'est du charbon notamment, et donc ça fait du CO2. Le même véhicule électrique, suivant s'il est alimenté par une électricité en France ou en Chine, par exemple, le bilan, il n'est pas du tout le même. Alors, effectivement, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est bien de le promouvoir, mais il faudra aussi qu'on ait des dispositifs pour éviter qu'on se recharge son véhicule tous à 7 heures le soir, par exemple. Et ça fait partie des réseaux intelligents ou des systèmes intelligents qui étaient évoqués tout à l'heure. Monsieur Moster. Oui, votre proposition relève d'une constante dans l'innovation industrielle. Presque tout le temps, quand on transforme les technologies, on commence par une niche dans laquelle on a une clientèle motivée, dans laquelle on peut tester ce qui se passe à une petite échelle. Et dans le cadre des transformations de parcs de véhicules, tout le monde pense à commencer par ce qu'on appelle des flottes captives. Une flotte captive, c'est le parc des véhicules de la Poste. Et on voit bien que dans le cadre du véhicule électrique, c'est intéressant de commencer par la flotte captive. Dans le cas de la Prius, ces véhicules hybrides de première génération, la niche, ça a été les gens motivés, avec un peu de moyens pour acheter des voitures un peu chères, et qui ont créé l'intérêt autour de ça pour un très très petit nombre de véhicules. Donc il y a des mécanismes de niche qui sont des mécanismes de marketing essentiels. Et dans le cas du véhicule électrique, l'intérêt, c'est qu'une flotte captive, elle revient toujours au même point pour se charger. Donc on peut gérer l'infrastructure associée de façon simple. Nous avons une station-service à hydrogène à Berlin qui sert à alimenter les quelques véhicules de particuliers, mais surtout les bus à hydrogène qui existent à Berlin. Donc voilà, on a mis ça, et ils viennent toujours au même endroit, il n'y en a pas besoin de 36. Parce qu'un des grands problèmes d'une transformation d'un système aussi répandu qu'un parc de véhicules ou les systèmes de transport, c'est qu'il faut des infrastructures adaptées. Et on ne se rend pas compte à quel point nous vivons dans un système orienté et environné par des infrastructures. Nous prenons des voitures qui sont normées, presque partout dans le monde c'est la même chose, on peut rentrer dans une voiture chinoise, on sait la conduire instantanément, chargée avec des essences normées, on sait que ça va marcher, et avec un réseau de stations qui existe et qui est répandu à l'échelle des continents. Donc faut voir, on vit dans cela. Et transformer le système de véhicules nécessite de changer tout ça. Et qui va investir dans un parc de bornes de recharge alors qu'au début, il n'y a presque rien? On entend aujourd'hui les parkings de Paris dire « c'est bien gentil, vous m'avez incité à mettre des bornes de recharge de véhicules électriques, sauf que ça immobilise des places de parking qui ne sont pas occupées parce qu'il n'y a pas de véhicules. Et pour moi, c'est un coût et une perte de ressources. » Donc, dans cette transition-là, il y a des surcoûts économiques à gérer. Et alors, nous, on nous dit très souvent, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des bornes de recharge électrique dans les stations-service, puisqu'il y a le réseau? Sauf que les gens qui viennent dans une station-service, ils s'y arrêtent 5 minutes. Et charger une batterie en 5 minutes, ça la tue. Et en plus, il faut des bornes de très haut ampérage. Et EDF nous dit, oui, c'est gentil, mais il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'approvisionnement électrique. Donc, moi, j'approvisionne en électricité, vous me créez un problème. Donc, c'est probablement pas la solution. Il va falloir penser à un autre système d'approvisionnement énergie sur les bornes à la maison, sur les bornes des parkings publics ou des entreprises et des choses comme ça, pendant que les voitures ne sont pas utilisées, parce qu'elles ne sont pas beaucoup utilisées, les voitures. Et donc, c'est ce genre de transformation qui est compliqué. Et qui l'assume, qui investit dans la technologie, dans l'investissement initial, étant clair que le seul qui gagne de l'argent, c'est le vendeur d'électricité. Donc, c'est ce genre de logique qui est compliqué à assumer dans ce genre de transition. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je vois définitivement rien.
Bonsoir. Monsieur Munster, vous nous avez parlé du plateau de production de pétrole et on entend parler souvent du pic. Pour certains, on y serait, pour d'autres, ce serait pour très bientôt. Pour Total, on en a pour combien de temps encore ? Total. Pas pour Total tout seul, pour le monde, parce que Total, ça compte pas dans ce jeu-là. Alors, aujourd'hui, le monde produit à peu près 85 millions de barils équivalents, confirmé, à l'échelle mondiale. Les réserves que l'on connaît à l'échelle mondiale, nous ne croyons pas beaucoup les chiffres annoncés. Donc, ce que nous faisons, c'est que nos spécialistes regardent tous les bassins sédimentaires et essayent d'estimer les ressources du bassin sédimentaire, regardent toutes les productions et réestiment elles-mêmes ce que l'on peut projeter pour le futur. Et aujourd'hui, avec les réserves, nous estimons qu'il y en a pour 33 ans de réserves au taux de consommation actuel. Les réserves, c'est les ressources connues et exploitables économiquement aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la totalité des ressources, c'est même pas la totalité des ressources que l'on connaît et qu'on pourrait mettre en exploitation. Parce qu'au prix du baril de ce matin, $90 le baril, il y en a plein qui ne sont pas économiques. Donc, ensuite, nous essayons d'extrapoler en disant, mais si le prix du baril augmente, pour combien de temps on en a ? Et parmi les ressources que l'on connaît. Et on passe de 33 ans à 50 ans. Et il y a deux types de ressources que l'on connaît. Il y a les ressources dans des bassins sédimentaires déjà explorés, mais pas bien évalués, mais on sait que le pétrole ou le gaz sont là. Et derrière, il faut compléter le travail. Et puis il y en a une deuxième qui est les réservoirs pétroliers exploités aujourd'hui, dont on sait à l'échelle mondiale extraire à peu près 30% du pétrole. Le gaz, c'est plus, bien sûr. Et donc, on sait qu'on peut exploiter plus. Nous, dans nos réservoirs, en moyenne, on exploite plutôt 35% du pétrole du réservoir. 30%, c'est plutôt les compagnies nationales, les Saudi Aramco et ce genre de compagnies qui ne sont pas incitées à produire beaucoup plus dans leurs réservoirs. Et donc, on peut gagner dans l'extraction et on peut gagner sur des ressources nouvelles. Ensuite, il y a des ressources qui sont connues et qui ne sont pas économiques aujourd'hui. Ce qui est le plus populaire dans les médias, c'est les sables bitumineux. Il y en a au Venezuela, il y en a au Canada. Et ces ressources-là sont bien connues, on sait techniquement les exploiter, simplement économiquement, il faut que le prix du baril passe au-dessus de $100 le baril pour que ça soit économique. Sans compter que ça peut être encore plus cher s'il faut rajouter l'extraction du gaz carbonique et la gestion de l'eau. Ça donc ça sera plutôt 120, $130 le baril dans les bons cas. Donc là, c'est un problème qui est de ressources connues, techniquement exploitables, mais seulement dans des conditions économiques du futur. Alors, si on tient compte de celle-là, on passe à peu près à 70 ans, au rythme de consommation actuel. Hein. Et puis enfin, si on tient compte d'autres ressources beaucoup plus compliquées qu'on ne sait pas techniquement exploiter, comme les schistes bitumineux, c'est du kérogène, les technologies n'existent pas pour les exploiter, on passe plutôt à 100 ans. Donc de la ressource, il y en a. La difficulté, c'est de les mettre en exploitation. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, dans le pétrole que l'on connaît, des réserves, l'exploitation diminue les réserves de 5% par an. Tout simplement parce qu'on l'extrait et on le brûle. Et une grande partie de l'activité de l'industrie pétrolière consiste à renouveler en permanence ces réserves par l'exploration, par la mise en exploitation de nouveaux champs. Il faut déjà compenser 5% sans augmenter la production. Et l'augmentation de la production vient d'une part de capacités qui ne sont pas mises en exploitation. Il y a aujourd'hui à peu près 5 millions de barils par jour de capacités d'exploitation qui ne sont pas mises en œuvre parce que la consommation n'est pas au maximum en ce moment, et essentiellement dans les pays de l'OPEP, en Arabie Saoudite pour l'essentiel. Mais au-delà de ça, on cherche à investir pour être capable de produire plus face à une demande potentiellement croissante. Et donc, on a besoin d'investir en permanence. C'est pour ça que je parlais de 500 milliards de dollars par an d'investissement pour compenser ces 5% et pour augmenter la capacité de production face à la demande. Et ça va être une limitation au bout d'un moment. Donc il y aura un frein à la croissance lié à cela. C'est un des facteurs qui nous amène au plateau. Il y a un deuxième frein qui est que tous les pays, ou une grande part des pays,
dans lequel il y a des ressources pétrolières sont dans des situations politiques pas simples. Le Venezuela, le Nigeria, l'Iran, l'Irak, la Russie, etc. Donc là, c'est un deuxième frein. Le Venezuela, qui a fait sortir toutes les compagnies occidentales du pays, a cru qu'il pourrait maintenir l'exploitation avec ses propres techniciens. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont en baisse d'exploitation parce qu'ils n'ont pas la capacité technique de le faire. Et vous savez bien la situation dans les autres pays politiques. Et puis il y a d'autres pays qui ont des capacités, qui ont les capacités technologiques, mais qui limitent volontairement leur production parce qu'ils pensent au pays. Et c'est normal. Les États-Unis ont toujours fait ça. Les États-Unis n'ont jamais exporté de pétrole. Ils ont été chercher du pétrole ailleurs, mais le leur, c'était pour eux. Et ils font ça aussi pour leurs ressources, les métaux critiques et ce genre de choses. Et donc, un pays comme le Qatar dit moi, je n'ai pas besoin de gaz pour moi, mais par contre, j'ai besoin d'être capable d'exploiter du gaz pendant longtemps, au moins 70 ans, et je ne vais pas augmenter ma production parce qu'avec ce que je connais, je veux que ça dure longtemps. C'est suffisant pour mon pays, et le besoin des pays consommateurs n'est pas mon problème a priori, tant que mon pays peut vivre. Et c'est des réflexions complètement logiques à l'échelle d'un pays. Donc, nous, à cause de tous ces problèmes d'accès, d'investissement, de politique des pays ou de crise politique, nous pensons qu'on va forcément être dans une situation de plafonnement de la production et on a été d'ailleurs la première compagnie privée à annoncer que nous voyons un plafonnement de production à 100 millions de barils par jour. Et ce genre de plafonnement va durer longtemps. D'accord, mais je veux être sûr de bien comprendre. 100 ans, c'est la dernière goutte, en quelque sorte. Oui, Alors oui. que le pic, ça correspond en fait à un maximum de production et ensuite, ça ne peut que baisser. Oui, oui. D'accord. Mais nous pensons qu'il y a des ressources qu'on peut remettre en exploitation pour remplacer ce qui baisse et maintenir un plateau. Donc en fait, ce plateau, c'est le pic un peu élargi avant que Oui, ça il n'est pas s'effondre. D'accord. un peu élargi. Il est élargi pendant longtemps, d'après nous, pendant Combien plusieurs décennies. Pas plus de 10 en tout cas. Pas plus de 10 en tout cas, puisque 100 après, c'est fini. Pas plus de 10 décennies, je veux dire. Oui, mais c'est déjà long. Ça fait 4 générations. C'est pas Ça fait très 4 long. générations, oui, enfin, je sais pas. Je 100 pense ans, que ça ça fait nous donne 4. du temps. Vous savez, vous avez vu que tous les chiffres dont on parlait, c'est pour 2050. Et au-delà de 2030, c'est déjà des extrapolations. En même temps, ayez en tête quelque chose qui est dans la durée. L'essentiel des grosses installations qui vont fonctionner, nouvelles, fonctionner en 2020, sont déjà décidées à cause du temps d'investissement. L'essentiel des installations qui vont fonctionner dans la période 2020-2030 fonctionneront encore en 2050. Parce qu'une installation industrielle dans l'énergie fonctionne 30 ans, 60 ans dans une centrale nucléaire. C'est un des freins à la transition. Donc, l'amortissement des investissements et la durée de vie des installations font que c'est des transitions très longues. Très bien. L'heure tourne. Et donc, est-ce qu'éventuellement, il y aurait une dernière question courte qui appellerait une réponse courte pour vous rendre froid après? Oui, là-bas. Je vois un bras qui se lève. Monsieur? Merci. C'est dans le prolongement du raisonnement qui vient d'être tenu. Vous avez énuméré un certain nombre de freins, transport, technologie, financement politique, etc. Est-ce qu'il y a un frein écologique? Et particulièrement pour Total, est-ce que dans sa logique, il envisage des sites connus pour lesquels il dira « je n'y vais pas parce qu'il y a des raisons écologiques ». Il y en a plein déjà depuis longtemps. Parce qu'on est dans des zones qui sont des zones de protection de biodiversité ou des aires marines protégées, parce que il y a des endroits où les besoins en eau sont tels et que la ressource, ou plus exactement la capacité à gérer l'eau et à la recycler, à la traiter, ne sont pas là. Nous, le dernier projet qu'on avait en Chine, les Chinois nous ont dit « vous avez une technologie super, vous avez un partenaire chinois, vous fabriquez un produit qui est très compétitif sur le marché et qui nous résout des problèmes pour le pays, mais nous ne vous donnerons l'autorisation que si vous gérez correctement l'eau. » Donc oui, nous avons très souvent ce genre de problématique, et ça fait partie de l'analyse industrielle. Et sur le long terme, le changement climatique, nous, on n'est pas des climato-sceptiques du tout. Et pas que moi, tout notre management.
Et gérer le problème des émissions de gaz carbonique, c'est un sujet. Et l'impact économique de la gestion du gaz carbonique et le besoin de développement technologique pour la gestion de gaz carbonique fait partie de notre enjeu. Et en matière de chimie, aujourd'hui, il y a des filiales de Total qui ne lancent pas un nouveau projet de produit sans avoir fait l'analyse de cycle de vie préalable à la recherche. Et l'analyse de cycle de vie, c'est y compris l'écotoxicité pour les clients, y compris le recyclage en fin de vie. Et s'ils ne maîtrisent pas, s'ils voient qu'ils ne maîtrisent pas le cycle de vie, ils disent on va partir sur un autre produit. C'est déjà dans notre environnement de pensée tout le temps. Très bien. Eh bien, merci. Je vous rappelle que l'exposition énergie se tient encore jusqu'à... Elle est permanente, donc vous avez largement le temps d'y aller. Areva et Total en sont les sponsors. Donc voilà, et bah, à nouveau merci et essayez de rentrer entier sans vous casser une jambe. Merci. Je voudrais juste compléter cette information sur l'exposition énergie. À l'occasion de l'exposition énergie, un livre donc, a été édité par les éditions du Pommier. Micro sous le menton. Mais il marche. Dont les deux auteurs sont également les conseillers scientifiques du cycle qui vient de se dérouler. Voilà, non, si. Donc voilà, je voulais simplement vous signaler la parution de ce livre, Vers une énergie durable, dont les deux auteurs sont Daniel Clément et Pierre Papon, qui étaient également les conseillers du cycle et qui étaient d'ailleurs intervenus au cours de ce cycle. Voilà, c'était le mot de la fin. Bonne soirée à tous et bon retour.